18h20, on se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On a été rejoint par Laurent Frémont. Bonsoir à vous, cofondateur du collectif Démocratie, Éthique et Solidarité. On a plein de sujets à voir avec vous, de la canicule en passant par loi fin de vie. Vous avez beaucoup de choses à nous dire. Mais on va juste faire un petit pas de côté pour parler des dates de l'élection présidentielle, parce que ça y est, on les connaît, mon cher André Malini. Nous allons voter évidemment au mois d'avril, et au mois de mai. 18 avril, 2 mai. Alors, 2 mai au hasard, le lendemain du 1er mai. Alors là, ça fait beaucoup tiquer à droite parce qu'on se dit, évidemment, tout ça est cousu de fil blanc. Explication de Pauline Trefzer et on en parle. Et si les dates de l'élection présidentielle étaient un choix politique? En 2027, elle aura lieu les 18 avril et 2 mai. Une décision prise en partie par Emmanuel Macron et son ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Des dates qui interpellent, car à la veille du second tour aura lieu le 1er mai. Traditionnellement, des manifestations sont attendues, avec dans les cortèges des discours et des slogans politiques marqués à gauche. Mais réserve électorale exige, ni les médias, ni la classe politique ne pourront commenter ou réagir. Sur notre antenne, Bruno Retailleau dénonce un choix qui n'est pas neutre. Évidemment, le 1er mai, ce sera le samedi. Qu'on ne me fasse pas croire que dans les cortèges, dans les prises de position, il n'y aura aucun écho politique. Mais on voit bien que, de toute façon, la gauche, dans cette réunion, ce que mon collaborateur qui assistait à cette réunion m'a rapporté, c'est que le choix de la gauche, c'était le choix qu'ont fait mon successeur Laurent Nunez et le président Emmanuel Macron. Un choix justifié par la Macronie à travers les mots de la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, ce matin. C'est un choix qui a été fait d'abord au regard de ce qu'impose la Constitution. On sait gérer un 1er mai en France, que ce soit avant une élection présidentielle, après une élection présidentielle. Une deuxième option de calendrier était à l'étude pour une tenue du scrutin les 11 et 25 avril. Mais c'est l'autre calendrier qui a été retenu. C'est la Constitution, Paul Amar. Voyons, vous n'avez pas compris. Tout ça est cousu de fil blanc, on est d'accord. Évidemment, on a déjà le réchauffement climatique. On va avoir, grâce à Macron, le réchauffement politique, avec un pic, effectivement, le 1er mai. J'imagine la séquence. Premier tour, 18 avril. Le RN très largement en tête, peut-être 33, 34, 35%. Au lendemain du premier tour, manifestation quotidienne dans toutes les villes de France, avec ce pic dont je parle, le 1er mai, évidemment un seul slogan, danger fasciste, avec un risque de violence extrême, peut-être des tirs de mortier, peut-être des bombes agricoles, et vous imaginez le lendemain aller voter entre les détritus des émeutes de la veille, et c'est Emmanuel Macron qui a pris cette décision, qui aurait pu organiser ces élections bien avant le 1er mai. Pardon, je vais le dire brutalement, c'est un coup tordu. Un coup tordu de la part du président. Le devoir d'un chef d'État, c'est quoi? C'est garantir la cohésion sociale, évidemment l'ordre. Emmanuel Macron fait exactement le contraire. Il attise, il est dans une certaine mesure l'artisan d'un chaos, enfin d'un risque de chaos. Évidemment, je ne l'espère pas. D'un risque de chaos. Et de ce point de vue, dernier mot, il y a comme une alliance objective entre Jean-Luc Mélenchon, qui avec sa grosse voix fracture, attise, hystérise, et Emmanuel Macron, qui avec sa douce voix attise aussi, mais à sa façon beaucoup plus soft et beaucoup plus subtile. Alors, André Malini, on sait qu'il y avait deux possibilités pour les dates de ces élections, deux qui étaient en avril, vraiment complètement en avril, et celle-là. La gauche, les partis politiques ont été consultés, nous a dit Bruno Retailleau ce matin. Ils étaient consultés. Toute la gauche était évidemment pour le 2 mai, pour le second tour, évidemment, et la droite préférait que ce soit tout en avril. Vous n'y voyez pas une petite manœuvre quand même politique de mettre ça au lendemain du 1er mai? Non, parce que moi je suis naïf. Donc, vous êtes naïf on fait de la polémique un peu sur tout maintenant. Non, mais il y avait aussi une solution, peut-être une troisième solution, c'était de faire le deuxième tour le 9 mai, non? Je crois que c'était encore jouable. Il me semble qu'il y avait un petit problème de délai. Mais bon. Mais plus sérieusement, je rebondis sur ce qu'a dit Paul Amar. Il se trouve qu'on peut aussi faire le raisonnement inverse. C'est-à-dire que si le 1er mai se passe mal entre nous, c'est-à-dire qu'il y a des black blocs, une manifestation qui dégénère à Paris, beaucoup de violence, ça peut favoriser le Rassemblement national.
Donc les deux hypothèses sont plausibles. Vous croyez Geoffroy Lejeune, votre avis là-dessus, Rachel? Oui. Alors moi j'ai été honnêtement surpris par la polémique, je vous avoue, parce que en fait la première fois que j'ai couvert une élection présidentielle, c'était celle de 2012. Et alors le second tour n'était pas aussi proche du 1er mai, mais il y avait un 1er mai entre les deux tours. Et d'ailleurs c'était assez exceptionnel parce qu'il y avait une grande manifestation de la gauche, évidemment. Il y avait le 1er mai du Front National de l'époque, Marine Le Pen, qui avait d'ailleurs fait pas de consigne de vote entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Et puis il y avait le Trocadéro de Nicolas Sarkozy, où il avait parlé du travail et il avait essayé de se réapproprier. Souvenez-vous, il y avait beaucoup de drapeaux français, etc. Et il avait essayé de se réapproprier le travail en disant voilà ce que la gauche pense du travail, elle n'aime pas le travail, et nous on va être le camp du travail. Et en fait, je rêve de ça pour cette élection présidentielle. C'est-à-dire que si la droite croit en son projet, elle a quelque chose à dire sur le travail. Je pense que le 1er mai, dont parlait André, avec les Black Blocs, ces gens qui veulent en fait pas travailler, est quelque part devenu en fait quelque chose, un repoussoir, en tout cas je pense pour une majorité de Français, et que donc la droite doit, le représentant de la droite qui sera au second tour, a quelque chose à dire ce jour-là pour parler du travail aux Français, et c'est un thème qui, je crois, sera important dans l'élection présidentielle. Il y a juste une chose, par contre, qui me paraît un peu inéquitable, c'est que si c'est le Rassemblement national qui est au second tour, il me semble que le 1er mai sera autorisé en tant que manifestation qui n'est pas à proprement parler politique. En revanche, le 1er mai du Rassemblement national peut être interdit parce que c'est une manifestation politique et on est dans la période de réserve, vous savez, avant Oui. Voilà. Ça, par contre, c'est quelque chose... C'est bien ce qui pose question, effectivement, sur la période de réserve électorale. Rachel Kahn, 1er mai. Non, mais je trouve que c'est intéressant parce que finalement, on se rend compte qu'en France, les dates du calendrier ont des couleurs politiques. Donc en fait, c'est vraiment le pays du débat un peu surtout. Non, mais au-delà de ça, symboliquement, on a un président que l'on qualifie de maître des horloges. Là, justement, il tire son profit. Nous, on a les montres, lui, il a le temps, donc il décide précisément. Et en fait, il joue la montre et le temps, il joue sa stratégie. Et donc, il a décidé que ce serait le 2 mai. C'est bien joué. Non, mais c'est vrai qu'il y a la version de Paul, effectivement, ils peuvent tout casser et faire peur à tout le monde. Et la version d'André, dire bah oui, mais ça peut être très préjudiciable à ceux qui cassent, quoi. Ma grande crainte, c'est mai 68. C'est deux peuples qui s'affrontent. Si au lendemain du 18 avril, le peuple dit de gauche autour de celui qui serait le héros de la gauche à ce moment-là, va dans la rue, le peuple de droite ira aussi dans la rue, et c'est ce que je crains, cette confrontation dans la rue. Si cette confrontation n'a lieu que dans les urnes, c'est parfait, c'est ça la démocratie. Mais franchement, trouver cette date au lendemain du 1er mai, c'est vraiment... Est-ce qu'on a besoin d'une campagne? J'ai l'impression qu'on est en campagne permanente. Ça s'est accéléré en septembre. Non, mais elle a commencé. Vous avez entendu Bagayogo. Exactement. Donc je pense que l'affrontement, malheureusement, avec cette campagne qui arrive, ça sera un petit peu tous les jours. Bon, espérons que ça se passe bien néanmoins. Bien sûr. On puisse avoir des débats sur le fond, sur les projets, les idées, comment sortir la France de l'ornière, parce qu'elle en a besoin. Oui, avec des vraies solutions. La canicule, un tout petit mot de la canicule. On est sorti de la canicule en début de semaine. On risque d'y replonger ce week-end, selon les prévisions de Météo France. Et puis ça fait monter la température à l'Assemblée nationale aussi. Il y a une motion de censure qui sera déposée par les Verts et par la France Insoumise pour contrer le Premier ministre Sébastien Lecornu. On fait le point avec Noémie Hardy et on en débat avec Laurent Frémont. Si le bilan de la première canicule en mai a été publié, 300 morts de plus que la normale, celui de la vague de chaleur de juin semble lui poser problème. Hier, à l'Assemblée nationale, le ton est monté. Sébastien Lecornu a répondu aux écologistes qui, selon lui, avanceraient un bilan provisoire 10 fois supérieur à celui de Santé publique France. D'où sortez-vous ce bilan de 10 000 morts, sur lesquels vous et les vôtres, votre collègue président Gontard au Sénat, Madame la députée Rousseau, un certain nombre sont allés sur les plateaux de télévision depuis maintenant plus de 3 jours, en établissant un bilan humain qui est faux. La chef de file des députés écologistes, Cyrielle Châtelain, avait répondu aussitôt et a annoncé déposer une motion de censure contre le gouvernement. Manuel Bompard s'est exprimé dans les médias ce matin et a annoncé le soutien des Insoumis. On va non seulement la voter, mais on va la co-signer avec les écologistes. Elle devrait être examinée en début de semaine prochaine à l'Assemblée nationale, parce que la canicule qu'on a vécue la semaine dernière, franchement, on peut pas dire qu'on ne pouvait pas s'y attendre. Au Sénat, cette fois, le président des écologistes, Guillaume Gontard, est revenu lui aussi sur la polémique. La canicule n'a pas fait 10 000 morts, mais comme d'éminents spécialistes, nous redoutons un bilan terrible. La canicule était prévisible et beaucoup de ces morts étaient évitables. Les sénateurs socialistes affirment aussi avoir saisi le président du Sénat en vue de constituer éventuellement une commission d'enquête sur le sujet.
Laurent Frémont, alors il y a le côté politique, on va y revenir dans un instant, mais vous dites en fait à chaque fois qu'il y a un problème dans notre pays, une vague de chaleur, on se tourne tous vers l'État en disant mais que fait l'État en fait, c'est ça? Oui, c'est ça qui m'a frappé dans cet épisode, c'est que bon. Vous avez fait une tribune dans le Figaro. Il a fait chaud, il a fait très chaud, et aussitôt on a réclamé un plan clim. On a appelé à la responsabilité des ministres. Là, on voit bien que la gauche s'empare du sujet pour sanctionner le gouvernement de Sébastien Lecornu. Comme si finalement c'était le gouvernement qui était responsable de la chaleur et qui devait maintenant prendre en charge tout ce qui conduit au rafraîchissement des Français. Enfin, il y a quelque chose d'assez symbolique, je trouve, dans notre démocratie où finalement on s'en remet, dès que les événements sont un peu anormaux, on s'en remet à la puissance publique qui vient apporter sa protection. On voit bien que c'est pas le cas, donc c'est peut-être temps que les gens se prennent en main et qu'à l'échelle... On n'en prend pas le chemin, malheureusement. Et qu'à l'échelle locale, dans les immeubles, dans les communes, on laisse les gens faire dans les voisinages, chacun s'équipe, chacun se prépare, mais qu'on arrête de faire appel à l'État systématiquement. Vous comparez ça à un minotaure que nous nourrissons en permanence, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, c'est une image de Bertrand de Jouvenel, donc, qui est un grand poétiste qu'on a un peu oublié. En 1945, il avait écrit un livre sur le pouvoir, et pour lui, le pouvoir, c'était vraiment ce minotaure auquel Athènes devait apporter chaque année un tribut, donc 7 jeunes hommes et 7 jeunes femmes. Et là, c'est un peu pareil. Finalement, c'est une sorte de monstre qu'on nourrit, mais qu'on nourrit de nos propres craintes, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de compter sur nous-mêmes, au lieu de compter sur nos proches, eh bien, on nourrit cette machine et qui ne cesse de grossir, et on le voit bien d'ailleurs, même dans la dépense publique, qui ne cesse de grossir parce que les individus se remettent de plus en plus à l'État, à la puissance publique, et d'une manière que je trouve assez infantilisante finalement. Et ça veut dire que les Français sont de moins en moins prêts à ce qu'on réforme le système, si je vous écoute bien. Dans la mesure où ils abandonnent beaucoup de prérogatives à l'État. Et que dès que la situation, on voit aussi pendant les périodes de froid, c'est intéressant, les périodes de chaleur, les périodes de froid, les périodes neige, la pluie, de maladie, systématiquement on appelle aux arrêtés ministériels, etc., eh bien, c'est une forme de déresponsabilisation totale. Paul Amar, le minotaure, c'est quoi? En fait, c'est notre incapacité à dire autre chose que fait l'État? Écoutez, franchement, l'attitude de LFI est absolument ridicule. Moi, je veux bien qu'on accable le gouvernement, qu'on le critique parfois sur des sujets éminemment politiques ou économiques ou sociaux, mais sur la canicule, il n'a absolument aucune responsabilité. Et en outre, alors je ne sais pas... Il a quand même la responsabilité de ne pas avoir équipé les hôpitaux correctement. Oui, là oui, mais les 10 000 morts, moi je ne sais pas d'où ils sortent cette statistique. Les chiffres ne sont pas du tout vérifiés. Pour l'instant, elle n'est pas du tout avérée, donc il faut aussi faire attention. Là, je pense honnêtement que c'est excessif. Ils auraient pu plutôt faire une motion de censure sur les dates des élections. Mais ça les arrange, ils ne vont pas le faire. Je trouve ça assez paradoxal que cette motion de censure soit déposée par les écologistes, parce que ce sont les mêmes qui, depuis 20 ans, nous empêchent de nous équiper de climatisation, en nous expliquant que ça renforcerait le réchauffement climatique, ce qui est faux. Et donc finalement, il y a une forme de contraste, parce qu'on est clairement pris comme un pays du tiers-monde, notamment par les touristes qui sont là ces jours-ci. Un pays qui n'a pas su s'équiper en termes de climatisation, sachant que on va connaître de plus en plus de pics de chaleur, ça reste quand même assez problématique et c'est assez ironique que ce soit les écologistes qui nous le reprochent aujourd'hui. Geoffroy le jeune. Moi je bois du petit lait quand j'écoute Laurent Frémont, parce que souvenez-vous, la semaine dernière je vous disais que j'avais grandi dans le sud et que donc du coup j'étais pas très impressionné par la canicule. Lui aussi, il se trouve qu'on a grandi pas loin, donc d'accord. Voilà. André Valigny, vous allez tonner de votre grande voix ou pas? Non, pas du tout. Je suis d'accord avec ce diagnostic qui veut que l'État, que les Français attendent tout et au-delà de l'État. Et ça remonte à la monarchie absolue. Quand c'est l'État qui a fait la nation, c'est l'État qui a fait la France. Et on a habitué les régions successivement rattachées à la couronne de tout attendre de la couronne. Donc il y a eu Philippe le Bel, Louis XIV, la Révolution française, le jacobinisme, et ça continue. On attend tout de l'État. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, sur la motion de censure, c'est le jeu parlementaire. Elle n'a aucune chance d'aboutir. Mais là où je veux quand même dire que les écologistes et la gauche en général n'ont pas totalement tort de s'en prendre au gouvernement, c'est que depuis 2 ou 3 ans, il y a eu beaucoup de crédits qui ont été amputés, supprimés, sur la préparation au changement climatique, et notamment le Fonds vert, qui est cité souvent par la gauche. Le gouvernement, au fil des coupes budgétaires, depuis 2 ou 3 ans, ne cesse d'amputer le budget de la transition écologique. Ça, il faut le dire aussi. Moi, je trouve que... Rachel. Merci de pointer cette incohérence. C'est-à-dire que d'un côté,
on reproche à l'État l'infantilisation et de l'autre côté, on reproche à l'État de ne pas avoir pris des mesures. Donc à un moment donné, il faut savoir, quoi. C'est-à-dire, c'est l'incohérence, toujours des débats sans fin. De toute façon, c'est jamais de notre faute en tant que citoyen. Jamais. Ensuite, sur les écologistes, j'ai le sentiment que comme l'extrême gauche a le monopole finalement des discriminations et autres, les écologistes pensent qu'ils ont le monopole. L'air que vous respirez appartient à Europe Écologie Les Verts. Donc, non, il faut savoir. Il faudrait le payer. Donc, il faut le payer. Absolument, absolument. Et je trouve que la manière de gonfler les chiffres, cette manière de trafiquer un nouveau récit, une nouvelle histoire pour pointer du doigt le gouvernement est absolument irresponsable et abjecte, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Effectivement, ils ont nourri une idéologie contre la clim. Maintenant, 5 minutes avant la canicule, ils sont arrivés sur les plateaux de télé pour nous dire que la clim, c'était bien. Et je ne vois pas... Il y a la question des moyens, mais c'est surtout dans la pensée. Qu'est-ce qu'ils ont proposé d'innovant pendant toutes ces années? Ils n'ont rien fait sur l'écologie, franchement. Bon, dernier mot, on va écouter une météorologue qui va nous dire à quelle sauce on sera mangé ce week-end en termes de température. Alix Roumaniac de Météo France. Ce dôme de chaleur se remet en place dans le courant du week-end. On a une remontée d'un flux d'Afrique du Nord, d'Espagne et de Portugal qui remonte sur la France. C'est l'ensemble du territoire national qui va être concerné par l'anticyclone. Alors effectivement, ça semble être plutôt la partie ouest qui sera le plus impactée, mais pour le moment, on est encore trop loin de l'événement pour pouvoir annoncer des températures maximales. Bon, on est encore trop loin de l'événement, mais il va faire chaud. Vous avez regardé avec beaucoup d'attention, oui. André, le Isère, ce qui va se passer en Isère ce week-end. Hein. Oui, c'est la partie ouest, d'après ce qu'a dit ce monsieur, qui sera concerné. Mais ce qu'il faudrait savoir, c'est combien de temps ça va durer. Ah oui, si c'est 2 ou 3 jours, ça va. Si c'est une semaine, comme la dernière fois, c'est quand même pénible. En tout cas, il ne faudra pas oublier de suivre les instructions du gouvernement et il ne faudra pas oublier de boire. Voilà. Et il y avait vraiment un petit schéma pour nous expliquer comment boire. Voilà. C'est le niveau 1000 de l'infantilisation des citoyens. Petite pause, on se retrouve dans 42 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va parler de la naissance, du début de la vie et de la fin de vie dans les 12 minutes qui nous restent. Congé naissance, alors ça c'est la nouveauté. Il va être d'une durée d'1 ou 2 mois selon le choix des parents. C'est un congé supplémentaire qui vient en supplément du congé maternité bien sûr et paternité et qui est destiné à relancer la démographie, parce qu'on sait qu'on a un solde des naissances qui est négatif. Hein, c'est bien cela, mon cher André. On a plus de décès aujourd'hui que de naissances, qui est évidemment très inquiétant. La première fois depuis toujours. Depuis 1945, me semble-t-il. Donc là, on parle donc de 2 mois en plus pour le père ou la mère qu'on peut prendre ensemble, séparément ou fractionner. Bonne idée ou pas bonne idée, Paul Amar, pour relancer les naissances? Alors, bonne idée d'inciter les Français à procréer. À refaire des bébés, oui, d'accord. Voilà, à faire des bébés, ça c'est clair. Pour autant, faut-il moins travailler? Je ne sais pas. Moi, je propose une solution pour concilier les 2 logiques. La logique démographique et la logique économique. On peut procréer en télétravaillant. Non. C'est bien, il faut faire un petit peu d'humour. Laurent Frémont, un congé naissance, c'est-à-dire ne pas travailler. En tout cas, je ne pense pas que ce soit une solution pour relancer la natalité. Enfin, là, tous les pays qui ont essayé ont vu qu'il n'y avait pas de solution technique pour relancer la natalité. Il y a quoi, des solutions financières? En fait, c'est avant tout une question d'état d'esprit, une question de projection dans l'avenir, etc. Et quand on est dans un pays en déclin, avec des gens inquiets sur l'avenir, on parlait des écologistes catastrophistes à l'instant, eh bien forcément, ça ne donne pas envie de faire confiance à l'avenir. Et donc, mesure intéressante, même si moi, personnellement, je suis plutôt favorable à la liberté de choix en termes de congés. C'est pas à l'État de dire quel temps vous voulez vous arrêter. J'imagine que c'est facultatif quand même, on ne va pas être obligé de les prendre. Ah oui, mais dans la mesure où c'est remboursé par la Sécu, en partie. Ça va être très tentant. Mais en tout cas, c'est pas cette mesure qui permettra de résoudre quoi que ce soit. Geoffroy Lejeune, vous dirigez des journalistes, ils viennent tous vous voir en disant patron, il nous faut 3 mois, mais en fractionné, s'il vous plaît, pas d'un seul bloc. Vous allez faire quoi, Geoffroy? Non, mais alors figurez-vous que dans la presse, on a de la chance. Ça arrive, c'est arrivé récemment au Journal du Dimanche, et en fait, c'est l'occasion de donner leur chance à d'autres personnes qui viennent faire des remplacements, qui parfois même s'insèrent dans la rédaction, etc. Donc c'est moins compliqué que dans d'autres boîtes. En revanche, je comprends pas pourquoi il faudrait être féministe tout le temps, sauf quand on propose quelque chose de nouveau pour les femmes, pour qu'elles puissent s'occuper, si elles ont envie, de leur enfant. Je sais bien, mais pour le coup, je trouve que là, il y a une forme d'hypocrisie, puisque ça date des années Hollande, le côté maintenant
on va réduire le congé naissance des femmes pour augmenter celui des hommes qui, en fait, dans les faits, le prennent pas réellement. Et donc, du coup, c'était réduire pour les femmes et bon, ça n'a pas existé spécialement pour les hommes. Mais à la fin, Laurent Frémont a dit qu'il n'y avait pas de solution technique pour relancer la natalité. En revanche, il y a plein de solutions techniques pour l'arrêter. C'est-à-dire que dès que vous enlevez ce genre de choses, vous cassez aussi un peu la dynamique et l'envie. Et il y a ce fameux seuil il y a le désir d'enfant qui est moins important que le nombre d'enfants réellement obtenus. Donc je pense qu'il va falloir tester des choses. Et après, bon, on est une démocratie normalement adulte. Donc si ça marche pas, on arrête, on change, on fait autrement, quoi. André, vous êtes pour ? Moi, je suis partagé sur cette affaire parce que oui, je pense que tout ce qui peut aller dans le sens de l'encouragement à la natalité, il faut le faire parce que la natalité est en berne en France, la démographie est en grande difficulté. Et en même temps, j'entends les économistes de tous bords qui disent qu'on ne travaille pas assez en France, en volume d'heures travaillées par la population. Donc je suis partagé. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment ce qui suffira à relancer la natalité. En revanche, je pense que ça va désorganiser les entreprises. Oui, certaines, où ce serait moins facile que dans la presse. Rachel Kahn, vous êtes pour, vous êtes contre le congé naissance ? Vous l'auriez pris ? Moi, je ne suis pas convaincue. Non, je l'aurais. Faut avoir la possibilité de le prendre, en fait. Parfois, on fait des métiers, on est obligé d'être impliqué totalement et il n'y a pas vraiment de repos possible. Après, non, mais j'ai l'impression qu'il nous faut toujours une carotte et toujours les congés pour obtenir, pour essayer de motiver les gens, France, etc. Rachel, alors je sais, moi, la question, c'est vraiment comment une société désire accueillir ses enfants, que ce soit d'un point de vue économique, d'un point de vue social, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue culturel, et je rajouterai à l'état d'esprit l'esprit d'État, parce qu'il s'agit de ça. Est-ce qu'on veut faire des enfants pour perpétrer notre histoire, notre récit, etc. Voilà. Magnifique, magnifique. André, vous aviez un tout petit mot à rajouter sur ce sujet. Un petit mot, ça me rappelle ce qu'avait dit Michel Debré dans les années 60, qui était le premier à alerter la France et les Français sur la baisse de la démographie. Debré en faisait un leitmotiv de la nécessité de relancer les naissances. Michel Debré avait dit « il faut que les Français fassent des enfants sur une grande échelle ». Et le Canard enchaîné avait titré « Le Premier ministre appelle les Français à un exercice périlleux ». Oui. Excellent. Non, mais moi, c'est le temps de la rencontre. Dans une société fracturée, on a des difficultés à entrer en relation avec l'autre. Moi, c'est plutôt ça que j'interroge aussi. C'est vrai. La relation à l'autre. La viabilité des couples, et voilà. On évoque la naissance, on va évoquer la fin de vie, parce que hier, les députés ont adopté le texte sur l'euthanasie, l'aide active à mourir, 295 pour, contre 232. Cette proposition de loi crée donc un droit à l'aide à mourir pour des patient atteint d'une affection grave et incurable. Je vais juste vous faire entendre, avant d'en débattre, le témoignage de Louis Bouffard. Il a 25 ans. Il était l'invité de Pierre de Villeneuve tout à l'heure. Il est atteint d'une maladie génétique dégénérative et évolutive. Il est révolté par cette loi parce qu'il se bat depuis des années pour que la société lève l'aide à vivre et non pas l'aide à mourir. Écoutons Louis Bouffard. Ce projet de loi ne correspond pas à ce qui avait été annoncé, c'est-à-dire un ultime recours pour des patients à l'extrémité de la vie où on a tout essayé. Aujourd'hui, c'est un texte beaucoup plus large, parce qu'il me concerne moi. Moi, je réponds à chacun des critères. Je suis atteint d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée. J'ai parfois des souffrances qui sont insupportables. Et pourtant, moi, je demande à la société qu'elle nous donne les moyens de vivre dignement jusqu'au bout. Moi, tous les jours, je me bats pour avoir accès aux soins, pour avoir des auxiliaires de vie qui m'aident matin, midi et soir, pour me lever, pour me laver, pour m'habiller. Et sans cette aide, eh bien, je ne pourrais pas vivre un seul jour. Et aujourd'hui, je crois que le contexte à la fois social, économique, sanitaire, ne permet pas qu'on légalise sur le suicide assisté et l'euthanasie. Je crois qu'il y a vraiment un danger, le danger de cette fausse liberté. Comment peut-on choisir de mourir, choisir de demander la mort quand on n'a aucune alternative, quand on n'a pas accès aux soins? Est-ce vraiment cela une liberté? Moi, je crois qu'il y a une révolte que j'exprime aujourd'hui, c'est que ce sont les plus précaires, les plus vulnérables, les plus isolés, qui demanderont en premier à recourir à l'aide à mourir. Voilà pour ce témoignage très fort, très digne, bouleversant de Louis Bouffard, Laurent Frémont. Il a raison sur toute la ligne. Justement, j'ai beaucoup pensé à Louis et à toutes les personnes de son collectif hier au moment du vote, parce qu'il y a eu vraiment une clameur de la part des
des députés qui soutenaient ce texte, et quelque chose que j'ai trouvé très violent, en fait, assez glaçant même. Indécent. Ça y est, on va pouvoir enfin donner la mort. Et il faut bien avoir en tête l'impact que ça peut avoir sur des gens comme Louis, sur des gens en EHPAD, sur des gens qui se battent contre la maladie, sur des aidants qui sont épuisés, etc. Je trouve que le message envoyé par la société est vraiment déplorable. C'est à l'heure où nous avons énormément d'urgence à traiter, eh bien on consacre beaucoup de temps à légaliser un geste létal, à faire revenir un geste létal dans notre droit, et en plus dans le champ du soin, sur un texte qui est en plus extrêmement mal écrit, aux critères très larges, à la procédure expéditive. Un texte qui est finalement d'une très grande violence et qui est pour moi, je pense, un texte d'abandon, parce que ça vient finalement signer la fin d'une conception du soin où on accompagnait jusqu'au bout. Désormais, la population sera séparée en deux catégories, les éligibles et ceux qui ne le sont pas. Et les éligibles seront finalement des citoyens de seconde zone qu'on va pousser, vers la sortie. Par des pressions psychologiques, par la famille. Et il dit que c'est une fausse liberté. Il a raison. Mais sachant que le rôle de la loi, c'est vraiment de contenir nos pulsions, notamment notre pulsion de mort. Et là, en faisant tomber cette barrière morale qui est l'interdit de tuer, je pense qu'on va déjà très vite élargir le champ d'éligibilité. Et en plus, c'est finalement une manière de revenir sur un interdit fondamental qui structure la société, qui nous empêche collectivement, qui nous fait tenir debout. Et donc, ne tuera pas. Ouais, exactement. Tu ne tueras pas, ça, avec des implications très concrètes, qui est le visage de l'autre, qui m'oblige, le visage du proche, du voisin. Et donc, on est dans un texte qui, finalement, vient considérer les individus comme des atomes isolés, alors que nous sommes tous en relation et chacun nous dépendons les uns des autres. Et donc, c'est véritablement un texte d'abandon qui va à l'encontre de l'esprit de fraternité que nous essayons d'instaurer au sein de la société. Paul Amar. J'ai lu l'extrait des fêtes de la fraternité, recul de l'esprit de résistance, tout simplement. Ouais, ça dit beaucoup de l'évolution de nos démocraties qui abdiquent devant une fatalité qui apparaîtrait comme inéluctable. Et vous avez fait le lien, c'est vous qui l'avez fait, Laurence, entre le début de vie... La vie et la mort. Le début, la naissance, le bébé. Et la fin de vie. Voilà, il y a une logique qui est terrible. Pas assez de bébés, il faut en faire. Trop de seniors. Il faut les... Voilà. André Valleni. Moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit par le témoignage du monsieur qui est atteint d'une maladie dégénérative, aussi bien que par vous, monsieur. Donc je n'ai rien à ajouter, sinon que c'est une rupture anthropologique dont on n'a pas fini de mesurer les conséquences. Et le texte part au Sénat, Rachel Kahn, il va revenir à l'Assemblée. Ça ne fait aucun doute, malheureusement, désormais qu'il va être adopté. Oui. Et que ça sera le testament d'Emmanuel Macron. La loi testament d'Emmanuel Macron. C'est vrai. Il y a une mise en abîme dans ça aussi. Après, on est dans ce moment où on a l'impression qu'il faut tout contrôler, quoi. Les naissances, la mort, comme s'il n'y avait pas quelque chose, justement, de l'imprévisibilité de l'homme qui est à l'œuvre. Mais ça interroge une nouvelle fois notre civilisation. C'est-à-dire qu'en fait, une civilisation, c'est quand même précisément la vie. C'est aussi se battre pour des fondamentaux. Là, on nous dit... non, ne vous battez plus. C'est un renoncement total sur tout. Et j'ai l'impression que lorsque on analyse les sujets de société, etc., ça s'ajoute au renoncement contre la maladie. Rapidement, Geoffroy. Rapidement, pour ne pas répéter ce qui a été dit, en écoutant Louis Bouffard, je me disais, on est en train de perdre quelque chose de l'ordre de l'humanité qui est immense. C'est que jusqu'au vote de cette loi, ce jeune homme ne se pose pas la question de est-ce que je dois vivre ou mourir. Ouais. Demain, il va se la poser. C'est-à-dire que ça coûte cher, évidemment, les soins dont il bénéficie, les aidants, etc. Ça coûte cher à la société. Et jusqu'à présent, la société lui offrait ça. Et demain, il va se dire, est-ce que je ne serais pas un peu un poids pour tout ce monde-là? Et il se posera une question que jusqu'à présent, il ne se posait pas. Je trouve ça terrible. Et vous avez dit, Laurence, évidemment, il n'y a pas un suspense gigantesque sur le vote de cette loi. Il y a une autre chose qui me glace un peu le sang, c'est qu'on a comme le sentiment qu'une fois que c'est voté, on ne reviendra jamais dessus. Et moi, j'aimerais qu'il y ait des hommes politiques, parce qu'il y en a beaucoup qui, en leur âme et conscience, on a écouté François Bayrou chez vous, par exemple, en leur âme et conscience, qui sont Sébastien Lecornu est contre aussi à titre personnel, Bruno Retailleau évidemment, et qui s'engagent à revenir dessus, parce qu'en fait c'est pas inéluctable. Une fois qu'une loi comme ça est votée, on a le droit de la défaire. Laurent Frémont, il faut aussi penser aux soignants. Oui, on nous parle beaucoup de progrès, mais justement je suis pas sûr que ce soit le sens unique du progrès. Sauf que c'est une méthode finalement assez barbare, assez archaïque que de donner la mort pour venir mettre fin à des souffrances. Et donc, effectivement, il faudra que ceux qui arrivent après ce bilan catastrophique, en responsabilité, puissent
finalement dire qu'il n'y a pas de fatalité et que c'est pas parce qu'on est allé trop loin à un moment. Et il faut vraiment voir ce jusqu'au-boutisme des députés qui ont porté ce texte, ce jusqu'au-boutisme d'Emmanuel Macron, dont effectivement ce sera le seul bilan sur ces 5 dernières années. Il faut vraiment prendre en considération toutes les alertes des soignants, des députés qui ont essayé de proposer quelques garde-fous et qui ont été négligés, qui ont été balayés. Et donc il faudra avoir le courage de dire on est allé trop loin, on se reprend. Et on va enfin repartir sur des bases solides. Merci Laurent Frémont, merci à tous d'avoir participé à Punchline aujourd'hui sur CNews et sur Europe 1.